Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Ravi de vous retrouver pour l'épisode 55 de Startup, l'émission des entrepreneurs en direct sur Décideur TV et Madines. Comme d'habitude, on est ensemble pendant une trentaine de minutes à parler entrepreneuriat avec des start-upers. Nous recevons d'ailleurs le fondateur de Smart Park, la nouvelle façon de garer sa voiture à l'aéroport dans la rubrique Money Time de l'émission. Mais avant, on va se demander s'il faut savoir coder pour créer sa boîte. C'est le talk de ce live Startup. Bienvenue à vous. Coder ou ne pas coder, telle est la question que se posent bon nombre d'entrepreneurs du web et c'est justement le thème de notre émission et la question que l'on va poser à nos invités du jour, le cofondateur d'Open Classroom, Mathieu Neybra est avec nous. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors vous êtes un peu le gourou de beaucoup de développeurs, nombreux ont en effet appris à coder grâce à vous. Je rappelle que vous êtes à l'origine du site de zéro pour apprendre à coder à partir de zéro. D'ailleurs pour les puristes, vous êtes Mathéo21, c'est ça? C'est mon pseudo en ligne. Ouais. C'est le pseudo. L'année dernière, vous avez changé de nom pour vous appeler Open Classroom, c'est le nouveau nom du site de zéro. Vous avez lancé vos premiers MOOC et pour contextualiser un peu, ça représente 2,5 millions de visiteurs uniques par mois. Racontez-nous un petit peu l'évolution d'Open Classroom, nouveau business model qui va avec. C'est ça, en deux mots, c'est un site que j'ai lancé quand j'avais 14 ans et ça a évolué avec le bouche à oreille très très vite. Et on a tellement que ça a grossi, on a créé une entreprise par la suite, ça a changé de nom, c'est devenu Open Classrooms. Aujourd'hui, on a effectivement 2,5 millions de visiteurs chaque mois qui apprennent à programmer HTML, PHP, C, maintenant aussi le domaine de l'entreprise, des mathématiques, etc. On a beaucoup de choses. Les gens suivent des cours en ligne et avec l'exercice, etc., ils peuvent aller obtenir des certifications s'ils sont premium sur notre site. On va justement parler de cette belle histoire, le début du site de zéro. Sur ce plateau également, Frédéric Bardot, le cofondateur de Simplon. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, Simplon, on connaît puisque Henri, un de vos associés, est venu ici sur ce plateau, vous nous en parliez il y a quelques temps. Je rappelle, vous êtes une fabrique de codeurs entrepreneurs. Vous formez des jeunes issus de classes sous-représentées dans le code, des filles, des jeunes issus de milieux populaires. Des quartiers, des diasporas, des seniors, des personnes en situation de handicap aussi. Et vous êtes également l'auteur de ce livre, on va voir à l'écran, Lire, écrire, compter et coder aux éditions FIP. La première question, justement, elle est pour vous. Est-ce que l'apprentissage du code, pour vous, c'est une des missions de l'école de demain? Est-ce que, justement, on va apprendre à coder à l'école? C'est votre ambition? Il y a plusieurs choses. Non, ce n'est pas notre ambition, c'est ce qu'on dit dans ce livre. En fait, l'école a déjà beaucoup de choses à faire, donc on ne va pas lui rajouter une chose qui serait difficile à faire. Puisqu'à partir du moment où on commence à former tous les profs pour qu'on apprenne à coder aux gens, en fait, les choses évoluent tellement rapidement qu'en fait, ce serait compliqué. Et puis en plus, on ne pense pas que tout le monde doit apprendre à coder. Tout le monde doit apprendre comment les machines fonctionnent, doit être acculturé à ce que c'est que le code, doit savoir ce que c'est, mais on n'est pas forcément obligé de programmer. Moi, je suis issu du plan informatique pour tous en 85, donc j'ai appris le basique. C'est pas pour ça que je suis devenu start-upper. D'accord, ok, très bien. Alors c'est marrant parce qu'en Finlande notamment, il y a des cours, je crois, on apprend à coder dès le plus jeune âge de la primaire. Fleur Pellerin également est favorable. La question, est-ce que demain on va être tous codeurs? Est-ce que c'est un peu ça l'idée? Donc pour vous, c'est pas le. Non, pour moi, coder, c'est comme avoir, le permis de conduire ou parler anglais. C'est-à-dire que c'est un plus, mais on n'est pas tous obligés d'être agrégé d'anglais ou cascadeur spécialiste du pilotage sur neige, quoi. Par contre, il faut savoir ce que c'est dans le monde dans lequel on vit, où il y a des machines partout, c'est mieux. Justement, on va voir clairement qu'est-ce qu'il faut connaître justement dans l'univers du code. On va revenir justement, Mathieu, vous avez commencé à en parler un peu de l'origine. Alors vous n'avez pas commencé à coder dès la primaire, mais en 4e, à 13 ans, ce qui est déjà pas mal. Vous avez à l'origine le site du zéro. C'est un site pour aider un de vos amis, je crois, à apprendre à coder par mail. Au début, ça a commencé comme ça. On a commencé, et de fil en aiguille, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. C'est ça. En fait, c'était pour résoudre un problème. Alors, résoudre un problème, c'est que moi, je cherchais à apprendre à programmer. Je voulais faire des choses avec mon ordinateur, aller plus loin que ce que l'ordinateur permettait de faire de base. Et je ne trouvais pas de ressources qui me plaisaient en librairie ou sur Internet, qui étaient pour les débutants que j'étais. Du coup, faute d'en trouver, j'ai décidé de le créer. C'est appelé le site du zéro et c'était à la base juste pour 2-3 amis. Et le bouche à oreille a fait ce qu'il a fait. J'ai continué à le maintenir sur le temps de mes études. Ça a été énorme en termes de bouche à oreille. On n'a jamais fait de publicité en ligne en fait. Et aujourd'hui, 2,5 millions, mais uniquement parce qu'un collègue a dit « faut que tu ailles voir sur ce site parce que j'ai compris et c'est vachement bien expliqué et vas-y, etc. »
Donc on a créé une communauté d'apprenants et de profs aussi, un écosystème qui est vivant où les gens peuvent apprendre mais aussi peuvent enseigner à leur tour. Parce qu'on a finalement des apprenants qui sont mis à enseigner et qui ont fait des cours qui ont énormément de succès, comme maintenant on vend aussi en livre, en e-book vu qu'on est maison d'édition. Donc ça a fonctionné de façon assez organique, mais sur 14-15 ans, c'est la moitié de ma vie en fait. Ouais, c'est incroyable. Alors dans cette émission, on va surtout parler de l'intérêt ou non d'apprendre le code pour un entrepreneur ou une entrepreneuse d'ailleurs pour créer sa boîte, mais aussi pour travailler avec un développeur ou un CTO. N'hésitez pas d'ailleurs à nous poser toutes vos questions pratiques sur le sujet, on sera là pour y répondre. Alors messieurs, la question évidemment qui se pose, est-ce que quand on crée une boîte sur le web, est-ce qu'on doit apprendre à coder ou du moins avoir un bagage technique nécessaire? Frédéric. Je pense que tout citoyen doit savoir ce que c'est que le code parce qu'on est environné de machines et qu'il faut connaître un petit peu ce que c'est que la langue des machines. Donc c'est a fortiori encore plus vrai quand on est start-upper et qu'on a comme dimension intrinsèque de son business quelque chose qui est un service en ligne ou une application. Donc c'est encore plus vrai. Mais ça c'est vrai aussi pour tout le monde. Mais avec ça sert, Mathieu, le code justement, pour un entrepreneur en tout cas, la base du code. Pour moi, c'est juste indispensable de savoir dans quel contexte ça se situe. Effectivement, c'est la culture générale sur l'informatique et sur le code. Ça ne veut pas dire forcément écrire des lignes de code, mais avoir vu ce que c'était, avoir compris le mécanisme. Et ça, c'est absolument indispensable, même dans les entreprises traditionnelles, puisqu'on parle de digitalisation des entreprises. On ressent, nous, le besoin. Effectivement, on nous en parle régulièrement des grosses entreprises qui ont besoin que leurs salariés comprennent, savent dans quel monde ils se situent, quels sont les mécanismes grossiers. Il ne s'agit pas de former des experts du code, mais savoir ce que c'est en fait l'informatique au-delà de l'usage, l'informatique créatrice en fait. Est-ce qu'on peut tous apprendre à coder? Parce que c'est quand même, quand on voit les grandes lignes de code, c'est vrai que ça peut paraître un peu abscon pour le commun des mortels. Est-ce qu'on peut tous s'y mettre comme ça? C'est ma conviction. Ouais. C'est pour ça que j'ai créé ce site et que ça apprend maintenant à des centaines de milliers de personnes chaque mois. Donc ça, je suis convaincu. Et d'ailleurs, ça fait partie, d'ailleurs, je tiens à dire. Voilà, ça, et on a vu des hein. développeurs tout à l'heure de Décideur TV qui disaient qu'ils avaient appris finalement sur le site. Je suis convaincu que tout le monde peut le faire, quel que soit l'âge, quel que soit le milieu social, c'est tout à fait possible. Ce qui manquait, à mon sens, et il y a toujours un chantier énorme, c'est l'expliquer aux gens, donner les cours nécessaires, former les gens, former les formateurs. C'est un chantier qui est encore énorme. On est ravis de tout ce qu'on a accompli chez Open Classroom jusqu'ici, mais le chantier est encore énorme. Il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est important ce que dit Mathieu parce qu'effectivement, nous on a des gens qui sont donc des débutants, on a des enfants aussi et on forme aussi des cadres à ce que c'est que le code. Et en fait, on se rend compte, on ne le dit pas forcément à tous les publics en même temps, mais c'est la même pédagogie. C'est-à-dire que les ateliers pour enfants et les ateliers pour dirigeants du CAC 40, en fait, c'est à peu près la même chose. Qu'est-ce qu'il faut savoir faire concrètement, de manière très ludique, hein. Qu'est-ce que alors, je ne pense pas que ce soit nécessaire de savoir coder tout un site pour quelqu'un qui veut se lancer, mais quelles sont les bases nécessaires, jusqu'où est-ce qu'il faut savoir maîtriser le code? Il faut comprendre les fondamentaux, c'est-à-dire la langue des machines, comment est-ce qu'on agit sur les machines, quelles sont en fait la grammaire, la syntaxe, je prends l'équivalence avec une langue, mais c'est vraiment ça. Hein, alors, concrètement, ça veut dire quoi? C'est quoi en termes de langage pur du web? Il y a des tonnes de langages. Alors les gens se disent, est-ce qu'il faut que j'apprenne ce langage, quel est le meilleur langage? Il n'y a pas de réponse absolue à cette question. Il faut juste savoir déjà les langages qui existent, dans les grandes lignes, il y en a des centaines, mais les principaux, les plus utilisés, pourquoi on utilise cela? Les principaux là pour les gens qui sont vraiment. Alors aujourd'hui on est dans l'univers du web. Aujourd'hui on parle beaucoup de web. Donc le web c'est quoi? C'est HTML, HTML5, CSS. Et puis ensuite on va avoir des langages comme PHP, des bases de données comme MySQL. On peut faire du Java, on peut faire du JavaScript, on peut faire du Ruby, du Python. Il y a plus ou moins de modes selon les périodes, mais savoir contextualiser, comprendre les rapports, l'intérêt d'un langage par rapport à un autre, plus ou moins, c'est important. Savoir programmer dans le langage, je pense que non. C'est bien d'avoir quand même une fois avoir écrit une ligne de code juste pour voir, juste pour avoir fait toucher le truc, mais savoir créer un site web de A à Z, même quand on crée sa startup, je pense que c'est pas indispensable. D'accord. Vous, c'est Ruby le langage que vous utilisez pour notamment, c'est Ruby, JavaScript et HTML, CSS, effectivement. Mais là encore, ce qui est intéressant, c'est que c'est effectivement, on n'est pas obligé de coder, parce qu'en plus, il n'y a pas que le code dans la programmation. C'est-à-dire qu'il y a la pensée, il y a la résolution de problèmes, il y a le fait de poser les choses, le fait de travailler à plusieurs. C'est pas juste une histoire de ligne de code. C'est une façon de penser, une façon de travailler ensemble. Et quand on a des gens qui sont issus de milieux qui ont l'habitude de travailler dans ce domaine-là, on parle la même langue. On sait utiliser les réseaux sociaux, on sait utiliser ces outils de façon assez efficace et optimale. Et c'est tout ça combiné qui fait qu'on a une culture digitale dans l'entreprise. Et ce dont on se rend compte, c'est que en fait, les entreprises viennent nous voir aussi, pas pour apprendre à coder, mais pour apprendre comment travaillent les développeurs. Donc l'agilité, le Scrum, l'extreme programming, et comment leur parler aussi, parce que c'est deux mondes complètement différents. On va voir justement, c'est un sujet de l'émission, comment gérer une relation avec un développeur et un CTO. Combien de temps est-ce que ça prend clairement pour une formation basique, ce que vous me dites, voilà, apprendre un peu la culture générale, on va dire, du langage, enfin du code.
Combien de temps est-ce que ça prend chez vous généralement? Je vais laisser Mathieu répondre parce qu'il a plus de recul là-dessus. Nous, c'est 6 mois, mais on voit des différences de progression pédagogique qui sont très fortes. En 6 mois, on est capable d'être opérationnel et de pouvoir sur la couche des langages web et mobile, pas sur la totalité du spectre de ce qu'est l'informatique. On peut y passer des années. D'ailleurs, c'est une formation continue tout au long de la vie. On n'a jamais fini d'apprendre. Il faut faire de la veille technologique. Il ne faut jamais s'arrêter. C'est pas juste on coche un diplôme et on a fini. Mais nous, on a des cours très très variés qui peuvent durer de quelques semaines à quelques mois. Après, ce qui compte, c'est de pratiquer, c'est de faire des projets, un peu d'aller plus loin que juste simplement le cours, c'est très important. Comme une langue, quoi. Mais si vous ne la parlez pas. C'est ça. Nous, par exemple, sur les bases du web, ce dont je parlais tout à l'heure, les langages, juste le point d'entrée principal du monde du web, on a fait un cours qui s'appelle Comprendre le web, qui se fait en 4 semaines. C'est un MOOC. Vous inscrivez, c'est gratuit, et vous avez chaque semaine des vidéos, des contenus à voir, des exercices à faire pour comprendre c'est quoi les langages, quel est le rapport, comment ça fonctionne. Et ça se fait en 4 semaines, mais en réalité, il faut un peu plus de travail. Mais c'est l'introduction déjà, ça se fait comme ça. Alors on va prendre quelques questions d'internautes, après on passera à la deuxième partie de cette émission plutôt sur la relation avec un CTO. Achille nous demande, alors une question un peu très large, qu'est-ce qu'un bon développeur selon vous? Pour moi, un bon développeur, c'est quelqu'un qui ne fait pas que développer. C'est un membre de l'équipe, c'est quelqu'un qui va aider aussi le marketeur ou pourquoi pas la stratégie, qui va savoir travailler à plusieurs. C'est-à-dire qu'un développeur, c'est quelqu'un qui n'est pas focalisé sur son travail à lui, mais qui s'intègre dans une équipe et avec d'autres développeurs. Et c'est quelqu'un qui est capable en fait, de donner des solutions là où il y a des problèmes. L'opinion, c'est la même en fait. On a vu que c'est, au fil du temps, c'est l'humain qui est le plus important et sa capacité à apprendre. Il ne doit pas connaître tous les langages, même forcément en connaître un, c'est bien, mais il doit être capable d'apprendre un nouveau ou d'être challengé au jour le jour. C'est la culture du hack, toujours à essayer de… C'est vraiment ça. John, connaissez-vous la Code Academy qui propose des applications directes de ses cours de code? C'est un peu un nouveau concurrent, on peut dire, Code Academy. Il propose aussi des cours en ligne. Il y a une grosse différence dans la démarche, dans la pédagogie. C'est plus du hands-on, c'est-à-dire écrivez la ligne ici, etc. On voit ce que ça donne. On voit ce que ça donne. Nous, on fait ça aussi partiellement. On va continuer à progresser dans cette direction-là, mais ce n'est pas une seule unique façon de faire. Code Academy, c'est bien. Ils ont beaucoup de succès médiatique. C'est intéressant. Il y a une bonne approche. Je pense qu'il manque encore le côté humain de la pédagogie que je pense qu'on a fait chez Open Classroom depuis des années, qui est on rassure la personne sur sa capacité à apprendre, on l'accompagne. Et pas juste, bon, écrivez là, mettez un point-virgule et voyez ce qui sort, parce qu'on s'ennuie assez vite. Tout ça. C'est important, je trouve. Lolo92, d'après vous, pourquoi Bill Gates et Mark Zuckerberg encouragent-ils les jeunes à apprendre à coder? C'est qu'il y a la pénurie, c'est aussi ça, non? J'imagine qu'il y a une pénurie de développeurs. Ils ont compris eux-mêmes à quel point ça leur a été utile pour démarrer, parce qu'ils avaient la culture du hack. Ils n'étaient pas forcément d'excellents développeurs. D'ailleurs, on a pu critiquer les premières versions de Facebook. On a vu le code qui est passé en ligne il y a quelques temps. Le code, il est à vomir, en fait, le premier code de Facebook. Mais ce qui compte, c'est que le mec, il l'ait fait. Il est sorti quelque chose, il était capable de pondre quelque chose. Pour moi, un entrepreneur, c'est un hacker, c'est quelqu'un qui, même s'il le fait mal au début, il faudra progresser, mais au moins, il a mis quelque chose en ligne. C'est un créateur. C'est un créateur. Non, puis vraiment, ce qu'on prouve tous les jours à Simplon, c'est que le code, ça donne des pouvoirs magiques quand on s'y met vraiment. Et ça, c'est inédit. C'est-à-dire que c'est pas. C'est l'empowerment, c'est ça votre grand. C'est vraiment motto, ça. C'est-à-dire que le code, si on avait choisi autre chose pour que les gens puissent avoir des opportunités alors qu'ils n'en ont pas forcément par leur naissance, par leur géographie ou parce que, par exemple, donner le pouvoir aux filles aussi dans l'informatique, c'est hyper important. Par le code, en fait, il y a des effets de levier qui sont très forts. Je pense que c'est ça qu'ils ont voulu démontrer avec Code. Une pénurie qui est très très forte, il faut juste le rappeler. On manque de développeurs. Si vous cherchez à vous former dans le développement, vous allez trouver du travail tout de suite et on a besoin de vous. D'où les écoles qui poussent. Il y a le Wagon, il y a l'école 42 de Xavier Niel notamment et les autres. Et c'est bien que les formats soient différents. C'est-à-dire, sur votre première question sur l'école, il y a le périscolaire, il y a les écoles, il y a les MOOC, il y a tout le monde en fait. C'est pas un jeu à somme nulle. Benjamin nous demande « Bonjour, étant un utilisateur assidu d'Open Classroom, j'ai parfois l'impression que la multitude de langages web freine la plupart des débutants. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que justement, on ne se sent pas un peu perdu quand vous dites tous les langages, quand il dit qu'il y en a plus d'une centaine? C'est ce que je disais, il ne faut pas être paniqué par rapport à la quantité de langages qu'il y a. Il faut juste la bonne approche, la bonne intro. C'est ce qu'on a fait avec le MOOC Comprendre le web, qui parle justement des langages, qui rassure par rapport au fait celui-là, vous avez besoin de l'apprendre, celui-là ou celui-là, vous choisissez selon comment vous le sentez. Ce qui est important, c'est que vous ayez des amis qui utilisent ces langages-là, qui peuvent vous conseiller au quotidien. C'est super important. Est-ce que c'est des questions qu'on vous pose ou des craintes qu'on a quand on arrive à Simplon? On dit « Oh là là, moi je suis complètement perdu dans tout ce qui se passe ». Est-ce que c'est des choses Oui, puis en plus, on a la peur, comme on ne connaît pas bien les langages, on a l'impression que si on commence par Ruby, en fait, on ne pourra jamais apprendre PHP et ça va nous donner un tampon qui sera indélébile. Et en fait, tous les développeurs ont essayé plusieurs langages et c'est mieux, c'est plutôt sain. C'est comme quelqu'un qui apprend plusieurs langues. En fait, plus vous apprenez de langues, meilleur vous êtes en langue. Joe nous demande, alors c'est une question plus spécifique pour Open Classroom, pourquoi changer un nom devenu connu pour beaucoup en Open Classroom?
C'est l'internationalisation. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'on prévoit une internationalisation à moyen terme. Et donc, le nom site du zéro à l'international ne passait pas. On avait besoin d'un nom plus global, avoir une marque globale. Et la deuxième raison, c'est qu'on s'ouvre à un plus large public, notamment les codeurs débutants, le très grand public, les entreprises, les salariés des entreprises. Et il fallait que le nom de l'entreprise et du site indique qu'on est dans le domaine de l'e-éducation, ce qui n'était pas forcément le cas avant. La banalisation du code n'est-elle pas une menace pour les développeurs actuels ? Attention. Là, je ne crois pas du tout, parce qu'effectivement, tout le monde ne va pas devenir développeur. Par contre, que la culture du code se répande partout, je pense que c'est une très très bonne nouvelle pour les développeurs. C'est pas une menace. C'est une opportunité. Enfin, si tout le monde a la culture du code, c'est génial. On est en manque de talent et les très très bons développeurs sont extrêmement rares, c'est le 0,1%. Il n'y a pas de menace, en fait, il y a juste un gros besoin. Alors Joe encore nous pose la question, Open Classroom va-t-il créer des cours dynamiques comme sur les sites de Redis par exemple? Alors moi je ne connais pas, je ne sais pas si ça vous parle. Redis, R-E-D-I-S. Je vois, oui, on parlait peut-être un peu de Code Academy, c'est un peu la même façon d'appréhender, un peu du hands-on directement dans le site. On en parle, on y travaille. En fait, ce qu'on va faire de plus en plus, c'est de la pratique justement directement dans le site où vous allez faire des devoirs, on va vous donner un sujet, vous allez avoir quelques jours pour faire le devoir, vous allez le poster en ligne et il y a un système de correction par les pairs qui va se mettre en place où d'autres élèves qui arrivent aussi vont avoir le corrigé type, on va leur demander de corriger anonymement les devoirs d'autres personnes. Et vous, votre devoir, votre note, c'est la moyenne de 3 notes de personnes anonymes qui ne sont pas consultées qui feront votre note, avec les commentaires qu'ils vous donnent. Donc c'est vraiment très communautaire, très, très interactif et ça marche super bien. Alors on va passer maintenant à la deuxième partie de notre émission en passant à la question d'Amine. Ça sert à quoi pour une personne qui est spécialiste dans le marketing et stratégie par exemple d'apprendre à développer? Alors pour quelqu'un qui n'est pas dans par exemple une personne issue d'une école de commerce ou profil plus marketing, est-ce que ça a des avantages de savoir coder? Alors, pour moi, ça en a deux principaux. Le premier, c'est que ça fera de lui un marketeur avec des pouvoirs magiques un peu, parce qu'il aura des idées qu'il ne pourrait pas avoir s'il ne connaissait pas un peu la technologie et le développement. Et après, comme ça lui arrivera forcément dans sa carrière de marketeur, il va faire des projets à dominante numérique, il va être en interface avec des développeurs, et là, il vaut mieux savoir un petit peu de quoi on parle, les échanges seront plus fluides et le produit fini sera meilleur. D'accord. Et est-ce que ça sert aussi à apprendre, comme on disait, la culture générale du numérique pour travailler avec justement un développeur, un CTO, des personnes qui justement sont dans le code toute la journée? Je pense que tous ceux qui ont eu une relation commerciale avec une société informatique en fait, ont éprouvé la difficulté qu'il peut y avoir à ne pas parler la même langue, à ne pas comprendre les enjeux. Ça génère des problèmes de communication, des problèmes d'argent, des problèmes de délai. Et des fois, c'est à mon avis responsable de 90% des échecs dans les projets informatiques. Donc ne serait-ce que pour ça, je pense que c'est intéressant. Et après, c'est hyper intéressant de parler avec un développeur quand on fait un pas vers lui. Alors vous faites des interventions, je crois, justement sur la relation CTO avec le reste de l'équipe. En gros, c'est quoi le message? Là, on n'a plus beaucoup de temps, mais c'est quoi les messages clés à retenir? Déjà, les gens qui apprennent le code chez nous, ils apprennent à interagir avec des marketeurs, avec des donneurs d'ordre. Parce que c'est d'autres langages aussi. Voilà, exactement, il faut comprendre les besoins. Et après, on forme certaines entreprises dans des ateliers à parler avec un développeur, comprendre les enjeux, spécifier leur projet dans une langue que le développeur va comprendre et pouvoir interagir avec eux. Ça, c'est vraiment une compétence très forte. Et je vous dis, en plus, les méthodes de travail des développeurs sont applicables au marketing, à la com, à la médecine, à n'importe quoi. Austin, un développeur peut-il être un bon entrepreneur? Mathieu, qui est entrepreneur et développeur. Je pense, particulièrement dans le domaine du web dans lequel on est. Oui, après c'est des compétences humaines, c'est au-delà du code. En fait, il faut ces super pouvoirs magiques. C'est indispensable d'avoir la culture et savoir un peu hacker. Moi-même, je code plus spécialement sur le site, mais il m'arrive de hacker des trucs régulièrement sur le site et c'est vachement utile parce que ça pousse en fait de l'idée du cerveau à la réalisation. C'est bien que le chemin soit le plus court possible. Donc si voilà, comment on arrive au but final et quel est le moyen pour y arriver. C'est ça. Donc c'est pour ça prendre un CTO c'est bien, mais il ne faut pas le considérer comme une sous-brique qui va avoir ses sous-briques, etc. Il faut que surtout dans une startup, le rapport entre le codeur et celui qui pense et qui a la stratégie soit le plus court possible. C'est absolument indispensable. En revanche, je pense qu'il faut tordre le cou à un mythe qui est l'entrepreneur-développeur, c'est-à-dire l'entrepreneur CTO. Je pense que quand on est entrepreneur, on a beaucoup de choses à faire et je pense qu'être un CTO et maintenir un code, c'est un travail vraiment à plein temps et je ne pense pas qu'il y ait la même place pour le même cerveau et le même temps dans la journée. Alors j'ai un avis sur la question. Je pense qu'effectivement, moi je fais plus vraiment de code sur le site, mon associé n'en fait pas non plus, mais par contre, être près du produit, avoir la culture du produit et diriger le produit, je pense que vous devez le faire. Donc vous devez avoir la culture digitale et vous devez vous intéresser de très très près au produit. C'est vous en fait qui devez être responsable du produit. Vous ne devez pas le déléguer à quelqu'un d'autre. Amine, ça prend combien de temps à apprendre le code? Non, pardon, excuse-moi, c'est pas cette question que je voulais prendre. Combien de temps ça prend pour développer des applications?
Ça dépend de l'application, ça dépend de on va dire la compétence de la personne. Mais moi, j'ai vu des applications, on en a sorti une sur la dénonciation des contrôles de police au faciès, en fait, et elle a été hackée en 10 ou 15 heures. D'accord. Et elle est en ligne. Autre question également qui se pose, pour beaucoup d'entrepreneurs qui sont en mal d'un CTO, qui cherchent un CTO, comment est-ce qu'on fait, la fameuse question, pour trouver un CTO? Quels sont les bons réseaux, les bons événements, les bonnes pratiques? Je ne sais pas, quel est votre avis là-dessus? Une fois qu'on a bien défini son besoin, après, je pense qu'il faut aller rencontrer des gens, c'est-à-dire aller dans des meet-up, participer, absolument. C'est-à-dire qu'il faut donner pour prendre. Hein. Il y a plein de gens qui arrivent chez nous et qui disent alors, dans votre promo, lequel va vouloir se… Il ne faut pas aller faire son marché de CTO. Cette démarche-là, elle n'est pas bonne. Le CTO, de toute façon, c'est un associé tellement important qu'il faut le mettre à un très haut niveau. C'est un partenaire. Donc, cherchez dans les meet-up, voir si vous vous sentez bien avec la personne, si vous sentez que vous pouvez faire une aventure ensemble. C'est pas un pion. Justement, est-ce que c'est difficile de tester la valeur d'un CTO juste autour d'un verre? Justement, j'ai envie de dire, la première chose pour trouver un CTO, c'est apprendre à coder. Ouais. D'où l'importance d'avoir la culture, de savoir un peu s'il ne parle pas de n'importe quoi et si on le sent bien. Parce que la première chose qu'un CTO prospect, on va dire, ou en instance de recrutement va voir, c'est si vous y connaissez quelque chose ou pas, quoi. D'accord. Et vous, en termes de confiance, c'est plus simple si vous commencez à parler un peu la même langue. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, une longue question, je vais essayer de la prendre pour vous, Frédéric. Vous disiez que les temps d'apprentissage du code varient de 6 mois à plus selon les personnes. Quel est le profil des individus qui vont apprendre le code le plus rapidement et le plus efficacement? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont… Est-ce que les élèves de primaire, par exemple, apprennent plus vite le code que des Pas personnes forcément de plus cadre? vite, il y a une question d'âge. Hein. La pensée abstraite, elle se développe vers 8-10 ans. Hein. Donc nous, avant 8 ans ou avant 10 ans, c'est compliqué quand même de faire de la logique et de l'algorithmique. Et après, c'est une question de prédisposition d'esprit, mais ce n'est pas une question de diplôme, ce n'est pas une question de milieu social. Il y a beaucoup d'entêtement et de rigueur et de débrouille. Enfin, ce n'est pas des trucs de mathématiques ou de choses comme ça, quoi. C'est vraiment une attitude générale qui est de chercher une solution à un problème et d'être un peu rigoureux dans la manière d'y arriver, de ne pas se répéter. Enfin, il y a un certain nombre de principes qui sont… Est-ce que les filles sont sous-représentées dans cet univers du développement web? Oh là, on peut faire une émission entière là-dessus, mais il y a à la fois des schémas culturels, hein, c'est-à-dire qu'on aiguille naturellement les filles vers des métiers non techniques, et après il y a une autocensure des filles, je pense aussi. Il y a les deux en fait. Mais c'est juste parce que comme il n'y en a pas beaucoup, elles ne pensent pas naturellement à y aller. Donc, il existe des groupes de filles, et notamment quelqu'un chez nous qui est très actif là-dessus. Girls in Web, il y a Duchesse, etc. Elles sont très très actives, très très motivées pour inciter les filles à venir coder. Elles galèrent effectivement à les faire venir, à leur faire croire que c'est possible. Ouais. Et c'est la culture aussi, c'est ambiant. Il faut vraiment qu'on accepte cette idée-là. Mais ceci dit, c'est en train de changer parce que je crois que c'est aux États-Unis, à Stanford ou quoi, ils ont eu la première promo ou l'introduction à l'informatique. Ils avaient plus de filles que de garçons. Donc c'est en train d'arriver. Mais il faut pousser encore. Ouais. Nous, on a 40% de filles à Saint-Plan. Ouais. C'est vraiment une On a changé aussi le cliché du développeur geek un peu taciturne, etc. Avec, on est plutôt dans ce… justement, qui est un peu solitaire. Ça n'existe plus. Hein. Développeur, c'est un métier social. Ils ont des facettes très très variées. Ils ont des passions, la guitare, le sport, etc. Des enfants. Ils sont parents. Et honnêtement, on les sélectionne beaucoup pour ça aujourd'hui. On va les prendre parce qu'ils ont ce côté humain, ouvert, et ils ne sont pas juste renfermés dans une cave. Alors justement, une petite question très pratique pour finir cette émission, après on passera au Money Time. Comment ça se passe un processus de recrutement pour recruter un développeur chez vous? Comment est-ce que vous recrutez vos collègues développeurs? Nous, on recrute des apprentis développeurs et des gens qui sont prêts à apprendre, donc c'est un peu particulier, c'est des prédispositions. Mais après, dans d'autres vies, on a pu recruter des développeurs, c'est vraiment un vrai recrutement. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils fitent avec l'équipe et qu'il y ait vraiment quelque chose d'humain, c'est très très fort. Est-ce qu'il y a une partie justement technique où vous lui faites développer quelque chose et vous essayez de voir un peu son… On a fait ça, nous. En fait, on fait 2-3 entretiens. Un entretien juste pour rencontrer la personne. Il faut que l'un des cofondateurs voit la personne et dise « Ok, cette personne rentre dans mon équipe ». Il faut que l'équipe technique dise « Ok, cette personne-là, on se voit bien bosser avec elle, c'est super important que ça t'intègre bien. » Et on fait de temps en temps des tests techniques, mais de plus en plus, en fait, on met la personne dans le bain, on voit au bout de quelques semaines, quelques mois, si ça marche, la période d'essai est là pour ça, et finalement, c'est le meilleur test. Très bien. La plupart des développeurs ont leur code accessible sur GitHub, et donc on peut regarder aussi ce qu'ils font déjà. Votre expérience en tant que développeur, même si vous avez fait des petits projets, même si c'est rien du tout, ça a une énorme valeur. Donc il faut les montrer, il faut les mettre en ligne, montrer ce que vous avez déjà fait tout seul. Très bien. J'espère qu'on a répondu à la majorité de vos questions justement sur cet aspect justement des startups. On va passer maintenant à la rubrique Money Time de cette émission.
Et aujourd'hui, nous recevons le fondateur de Smart Park. Bonjour Manuel. Bonjour. Alors expliquez-nous ce qu'est Smart Park. C'est un peu un parking intelligent si on traduit, c'est ça? Ouais, c'est un parking intelligent. C'est un service en fait qui va vous faciliter l'accès aux aéroports. Donc concrètement, comment ça marche en fait? Ça vous permet de partir à l'aéroport avec votre propre voiture, de la déposer au dépose minute, donc devant votre porte d'embarquement presque. Donc il y a quelqu'un qui est là pour nous un voiturier attendre. Smart Park, voilà, qui récupère votre véhicule et qui va la garer dans un parking de proximité situé à l'extérieur de l'aéroport, donc moins coûteux, et qui va vous la ramener à votre retour au dépose minute, donc devant votre terminal d'arrivée. Alors justement, comment ça se passe pour le retour? Il faut le prévoir dès qu'on va à l'aéroport, il faut que le retour soit prévu. Voilà, c'est un service uniquement sur réservation, donc pendant votre réservation, on va vous demander quelques infos, noms, etc. et vos numéros de vol notamment, ce qui nous permet en fait de suivre l'évolution de votre arrivée et d'être toujours là au rendez-vous au moment où vous rentrez de votre voyage. Vous avez des équipes à l'aéroport qui sont là pour exactement, des petits voituriers qui se baladent sur les terminaux et qui récupèrent la voiture de nos clients et qui vont les garer dans des parkings extérieurs. Alors le business model il est assez simple, vous avez deux formules. Une, je crois, alors c'est 8 € par jour. Ouais, ça c'est notre formule essentielle. En fait, on vend donc un parking découvert et un parking couvert pour ceux qui veulent garder leur voiture au sec pendant leur séjour. Donc c'est pas tout à fait les mêmes tarifs, mais globalement c'est à partir de 8 € par jour. Donc ça offre une décote assez importante comparée aux tarifs des parkings de l'aéroport, donc environ 65% de réduction. Ouais. Et à côté de ça, on offre aussi des options à la carte du type lavage de voiture, contrôle des niveaux, vente de carburant, etc. Ça, c'est pas de gagner du temps. Voilà. Quand on revient, on est sûr d'avoir sa voiture nickel. Alors j'imagine que ça s'adresse plutôt à des personnes qui font des trajets courts en avion, c'est ça? Parce que voilà. Alors ça s'adresse un peu à tous les gens qui vont à l'aéroport. En tout cas, c'est notre ambition. Alors après, c'est vrai que notre cœur de cible, il essaye de toucher trois types de personnes. C'est d'abord les gens qui font des courts séjours, les gens qui font des déplacements professionnels et qui donc prennent souvent l'avion et qui ont un souci de gain de temps important, puisqu'on offre ce gain de temps de manière assez impressionnante. Et il y a aussi les provinciaux qui, eux, sont obligés de se rendre dans les aéroports en voiture parce que le taxi devient un coût faramineux et les transports en commun, ils sont très mal desservis. Et enfin, il y a les familles aussi qui sont parfois obligées de payer 2 taxis parce qu'ils ont des bagages ou ils ont des enfants, etc. Et les transports en commun, c'est très inconfortable. Donc c'est un peu nos 3 cœurs de cible, mais après, ça s'adresse vraiment à vous et à moi. Et on a eu vraiment des clientèles très variées depuis le début. Donc, alors là, c'est mon petit côté écolo qui parle. C'est pas très écolo de ne pas pousser à prendre les transports en commun, surtout en cette période de pic de pollution à Paris. Comment ça se passe? Oui, c'est vrai, on a essayé de réduire un peu les mouvements. Il faut faire du covoiturage, absolument. C'est pas ce qu'il y a de plus écolo, mais après, ça évite de tourner dans les parkings, de chercher sa place, de chercher le parking. Justement, les parkings alors je sais pas qui c'est qui gère les parkings à l'aéroport de Orly, en l'occurrence où vous êtes. Comment est-ce qu'ils voient votre arrivée c'est une bonne question. Non, pas du tout. On a des relations très cordiales avec eux. Ouais. En fait, on était déjà allé les voir à la jeunesse de notre projet parce qu'on voulait faire un partenariat avec eux. Ouais. Eux, ils avaient déjà eu une expérience de voiturier, semble-t-il, via un service de conciergerie qui n'avait pas vraiment fonctionné. Donc, ils ont un peu fermé la porte à ce partenariat. Néanmoins, s'ils nous écoutent, je serais ravi de les rencontrer à nouveau puisque je pense qu'il y a beaucoup de boulot pour rentabiliser toutes leurs places de parking qui sont inutilisées, notamment dans leurs parkings éloignés parce qu'ils ont eux aussi différentes offres. Et de ce point de vue-là, on pense en plus qu'on peut leur apporter beaucoup de services additionnels puisque nous, on offre vraiment une solution d'accueil personnalisée. Il y a un petit voiturier en jaune souriant qui ouvre la porte aux voyageurs, qui lui offre un café parce qu'on fait des partenariats avec Starbucks notamment. Donc, il peut aller chez Starbucks, avoir son petit café gratuit. Au retour, il y a des petites bouteilles d'eau dans la voiture, etc. Donc, c'est vraiment un service un peu premium que l'aéroport de Paris aura du mal à offrir avec ses propres moyens. Donc, alors, vous venez de vous lancer, hein, le service c'est opérationnel depuis 5-6 mois. Voilà. Orly, vous lancez à l'aéroport Charles de Gaulle maintenant, c'est ça, sur Paris aussi? Oui, on espère pouvoir lancer à Charles de Gaulle très bientôt, avant l'été, c'est l'objectif. Parce que ça serait un gros levier d'abord parce que c'est un marché important et que pour tous les partenariats qu'on aimerait faire, notamment avec des agences de voyage, avec des compagnies aériennes ou même avec des grands comptes, des clients professionnels, c'est important d'être sur les 2 aéroports parisiens pour offrir une solution un peu globale dans les 2 aéroports. Frédéric, Mathieu, est-ce que vous avez un avis, des remarques à faire sur Smart Park? Les détails. Pour la partie écolo, effectivement, on peut peut-être proposer aux propriétaires de louer leur voiture pendant qu'ils ne sont pas là sur des séjours longs pour faire du covoiturage. Oui, absolument. C'est une bonne idée. On y réfléchit. Il faut que la personne soit d'accord. Absolument. Entre-temps, ça réduirait son prix de. Ça, je suis d'accord avec vous. Absolument, ce serait une belle option à proposer. On suit ça de près. Alors, mon seul conseil, je pense que tu l'as compris, c'est le diable est dans les détails. Et c'est dans les détails que vous allez vous distinguer. Et je pense que si ça n'a pas marché pour eux directement en direct, c'est parce qu'eux aussi, ils n'avaient pas forcément ces petits détails. Donc, si l'offre elle est bien faite, si le produit il est bien fait, il y a ces petits plus, ça peut faire la différence largement.
Justement, on se demande, est-ce que vous embauchez des voituriers, des étudiants? Comment ça se passe? Absolument, ouais. Je fais aussi un appel à candidature. Oui, allez-y. Ouais, on cherche des voituriers, justement. C'est un job étudiant. Il faut que le bonhomme il soit sympathique, qu'il sache conduire, évidemment, qu'il ait un peu le sens du service et qu'il sache ce que c'est que de travailler dans une start-up, etc. Mais le but, oui, c'est qu'on puisse recruter des voituriers. Vous avez une assurance pour les voitures si jamais il fait une rayure dans la voiture? C'est une bonne question, absolument. Non, ça arrive jamais. En tout cas, c'est jamais arrivé jusqu'à présent. Je touche du bois, mais on a une assurance qui couvre en fait tout dommage qui pourrait intervenir dès la prise en charge du véhicule jusqu'à la remise de la voiture. Alors l'histoire, elle est née en Angleterre, c'est ça? Vous avez, avec votre associé, vous avez une expérience malheureuse ou non? Vous avez rencontré justement ce service en Angleterre? Non, mais en fait, il se trouve que j'ai étudié en Angleterre pendant 3 ans avant de rentrer en France, faire un master en école de commerce. Et je me suis vite rendu compte que c'était beaucoup de temps et d'énergie dépensé d'aller à l'aéroport versus le temps que je passais à rejoindre la France en avion. Et du coup, on s'est dit qu'il y avait quand même quelque chose à faire là-bas. Et en Angleterre, il y a des solutions de voituriers parking qui existent depuis longtemps, qui sont très bien installées là-bas. Et on s'est dit, tiens, au lieu de construire un métro aérien entre Paris et Charles de Gaulle, on va faire un service de voiturier qui était assez simple à mettre en place. Et en plus, c'était assez innovant, c'était moins cher que le taxi, plus confortable qu'un transport en commun, moins cher que les parkings de l'aéroport. Donc c'était très différenciant et assez simple à mettre en place. Une petite question par rapport au thème de l'émission, est-ce que vous savez coder ou est-ce que vous avez un CTO justement? Je ne sais pas coder, j'aimerais bien savoir coder. C'est vrai que c'est une compétence, je pense, essentielle pour tout entrepreneur. Alors encore une fois, je pense que c'est pas important de rentrer dans les détails, mais c'est important de savoir comprendre comment ça fonctionne. D'abord pour recruter, si on a besoin d'un CTO, je pense que c'est bien de parler la même langue et c'est surtout être capable de le jauger, de savoir s'il est compétent ou s'il comprend bien ses besoins, etc. Et puis c'est vrai que c'est un mode de réflexion assez particulier et qui correspond assez à celui de l'entrepreneur, ce qui peut, par exemple, trouver des solutions, résoudre des problèmes, être curieux, chercher, etc. etc. Et du coup, c'est vraiment une qualité qui servira toute sa vie, je pense, de savoir coder. Donc c'est vraiment quelque chose de très pratique à avoir. Mais bon, c'est pas donné à tout le monde, ça demande quand même pas mal de temps. Et quand on a des profils commerciaux comme le mien, c'est pas toujours facile. Faut être assez carré, très rigoureux. Dernière petite question, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous là? Voilà, vous êtes sous les projecteurs. Est-ce que vous cherchez des fonds? Est-ce que des clients peuvent vous aider? Comment on réfléchit à chercher des fonds, notamment d'ailleurs pour internaliser cette compétence technique. Parce qu'on pense qu'une grosse barrière à l'entrée dans notre business, ce serait d'avoir une techno plus développée, une appli qui permettrait de réserver son parking instantanément, son voiturier instantanément, voilà, quelque chose de géolocalisé, pouvoir mettre tout ça en lien avec les vols, les situations des vols, etc. Donc il y a quand même pas mal de boulot à faire de ce point de vue-là. Et il y a une autre barrière importante à l'entrée qu'on aimerait élever rapidement, c'est d'avoir son propre parking en fait, et d'acheter son parking. Donc c'est pas cher, mais bon, c'est de l'immobilier. Donc on y réfléchit. Pour l'instant, on n'en a pas besoin parce qu'on n'a pas besoin trop de trésor et que ça marche bien et qu'on arrive à recruter sans aide, mais ça nous permettrait d'accélérer et d'aller dans d'autres aéroports rapidement. Et on a déjà des partenaires, des compagnies. J'imagine qu'elle risque, si elle marche bien, elle risque de faire des petits concurrents. Voilà. Et on a déjà des partenaires qui nous disent d'aller dans d'autres aéroports, notamment à Lyon, Marseille, etc. Donc ça nous permettrait d'accélérer la cadence. Alors Paul nous demande est-ce qu'il y a un site, c'est smartpark.fr. Smartpark.fr, avec un K, comme ça se prononce. Super. Voilà. Merci beaucoup Manuel d'avoir présenté Smartpark. Merci Mathieu, merci Frédéric. Merci à vous également d'avoir posé vos questions, d'avoir regardé cette émission qui sera rediffusée dès cet après-midi sur Décideur TV, sur Madines, mais également sur le site de La Tribune et celui de l'APCE. La semaine prochaine, nous allons parler de Bootstrap avec Willy Brown de France Digital et Guillaume de Wissambly. Moi, je vous dis à mercredi prochain, donc salut!